Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'économie expliquée par mon père, en présence du dit père et du formidable DAF qui tout de suite a rejoint son panier et s'est mis à ronfler. Si vous l'entendez, c'est pas moi qui ronfle. Oui, mais là il est en pleine crise. Là. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va bien. Oui. D'ailleurs, j'ai mis un pullover tricolore voilà. De façon à montrer que je n'ai pas qu'une seule idée à la fois. Que le Christ est né. Et que le Christ est né, il est ressuscité. Il est ressuscité. Absolument. Le 3e jour, conformément aux Écritures. Voilà. Donc on se remet de ce petit week-end de 3 jours qui était, ma foi, fort sympathique. Et c'est parti, on reprend le collier. Et malgré nos détracteurs qui nous disent « Oui, mais on en a marre, c'est toujours pareil, Charles fait que de dire que c'est la fin du monde. » Mais bien évidemment, on n'a pas équilibré un budget depuis 1974. Comment vous voulez que nous, libéraux, on soit contents ? On est là, on en a gros, et tous les ans, ça recommence. Tous les ans, on continue à s'endetter. Tous les ans, on continue de tirer la machine. C'est adjoint à ça l'euro, qui nous coûte un pognon de dingue, et dont on ne voit pas la sortie parce qu'ils nous ont collé un système monétaire complètement défaillant. Et on sait, à terme, qu'on va en payer les prix. Donc forcément, on en a gros. Forcément dans l'agro, et c'est très fatigant parce que ce que tu dis est intéressant, c'est que les gens ne comprennent pas l'effet de la durée dans l'économie ou dans la politique d'ailleurs. C'est ce que donc tu prends une décision aujourd'hui complètement idiote, et ça continuera à avoir des effets pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, jusqu'au moment où elle va foutre en l'air le système. C'est-à-dire qu'un système. Par exemple, l'édit de Nantes. Et la révocation de l'édit de Nantes, avec tous les protestants qui sont barrés en Hollande et qui ont fait la fortune de la Hollande et pas la nôtre. Et de l'Angleterre, puisque la quasi-totalité des gars qui ont été entrepreneurs en Angleterre, enfin pas la totalité, mais une grosse partie, c'était des protestants français, les Courtauld qui ont développé l'industrie de la textile en Angleterre. Donc une décision peut avoir des conséquences sur un temps très long. Très long. Et c'est ce que je raconte toujours sur mon grand-père, dans l'idée, quand il était en Syrie comme gouverneur des Alaouites, qui était tout le nord de la Syrie, c'était de faire des petits États, où il y aurait eu un État kurde, un État alaouite, un État druze, un État chrétien, peut-être un État juif, on en parlait déjà. Et la France aurait été le protecteur naturel de ces pays-là, puisqu'ils avaient le mandat sur la Syrie, qui allait jusqu'à la Palestine à l'époque, enfin jusqu'à Israël. Et non, il y a eu le Front populaire qui est arrivé et qui a décidé qu'il fallait faire de la Syrie une grande république laïque. Avec le succès qu'on connaît. Et depuis, le Moyen-Orient est à feu et à sang. Et mon grand-père disait, s'il y a les Turcs sont partis maintenant, ils n'ont qu'une idée, toutes ces populations locales, c'est de s'égorger les uns les autres. Donc c'était la seule façon, c'était de leur donner des territoires, puis de faire se débrouiller. Donc une décision qui a été prise il y a un siècle continue à avoir des effets délétères aujourd'hui, quoi. Et on n'en parle plus. Tu vois, on cherche même plus quelle était l'origine de cette décision imbécile. Alors, on n'en parle plus aussi parce qu'on a perdu absolument toute force diplomatique dans ces territoires et partout. Il n'y a plus de mémoire. Et aussi, il n'y a plus de mémoire, mais ça, on le voit en politique, le nombre de fois où personnellement, j'ai réagi cette semaine à un post de Julien Aubert qui nous disait « Il faut que la France retrouve sa souveraineté, patati et patata ». Je dis « Mais enfin, vous ne pouvez pas, en vous présentant comme un républicain, c'est-à-dire un fils de Sarkozy, m'expliquer qu'il faut une souveraineté vis-à-vis de l'Europe. » Vis-à-vis de l'OTAN parce que ça me fait quand même doucement rigoler. Il était député, ce gars-là, avant ? Aubert ? Oui, il est député. Est-ce qu'il a voté le traité de Lisbonne ? Non, il devait pas y être parce qu'il est plus jeune que moi, donc il doit avoir 42, tu vois, donc il a pas dû voter la forfaiture, mais enfin, toutefois, il a ce sang sur ses manches. Normalement, tu rejoins pas un parti qui a commis une forfaiture, quoi, c'est que cette histoire. Ou alors, tu n'invoques pas le doux nom de la souveraineté. Non, mais il faut choisir ton camp, camarade. Exactement. Et d'ailleurs, sur la Syrie, là, il va y avoir dans le prochain numéro de Conflit, en avril. Vous savez, Conflit, c'est un des trois magazines que je soutiens, qui est sur la géopolitique. Il va y avoir donc une lettre de mon grand-père qui sera reprise par le magazine pour expliquer ce qui s'est passé dans les années 20, 22, 23, 24 en Syrie. Et ils feront sur ce qui s'est passé, le massacre des Arméniens, le massacre des Assyriens, tout ça. Donc tout ça, c'est des choses qui pèsent dans la mémoire, mais
dont les gens ont complètement oublié même l'existence. Et c'est quelque part très stupéfiant, quoi. Comment veux-tu arriver à... Il y avait par exemple 40% de la population de Bagdad était juive en 1910-1920, parce que c'était une ville juive depuis toujours. Je crois que c'est là qu'il y a eu le premier Talmud, je crois, je sais plus trop. Eh bien, aujourd'hui, il n'y en a plus un. Bon, ben, même remarque de la population chrétienne. Il y en avait, la moitié d'Alep était chrétienne. Voilà. Mais il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Donc, où sont passés les Juifs et les chrétiens du Moyen-Orient ? À part un petit peu à Beyrouth et encore. Mais le seul qui était resté à peu près sur les idées de la tolérance, etc., qu'ils avaient hérité de nous d'ailleurs, c'était le Beyrouth. Et ça a été détruit en l'espace des 30 dernières années, quoi. C'était le Liban, ça a été détruit. Donc, quand on regarde l'histoire du Moyen-Orient, on voit une histoire de nettoyage ethnique qui a eu lieu et qui est sur les 100 dernières années. Et il faut peut-être prendre ça en considération. Oui. Et c'est frais dans l'économie. Donc cette décision qui a été prise sur l'euro, elle a été prise en 92 par un homme que personne n'avait élu, d'ailleurs, qui s'appelait Trichet, sur les instigations d'un autre homme que personne n'avait jamais élu, qui s'appelait Delors. Et ça a foutu la France en l'air. Et ça fait quoi maintenant ? Ça doit faire 30 ans. Et les effets délétères continuent à nous détruire, et les gens s'excitent sur, je sais pas, le sexe de Madame Macron, mais je m'en fous, ça n'a aucun intérêt. Donc les gens ne regardent pas ce qu'il y a d'intéressant, ou on leur en parle pas, et les gens vont regarder des trucs. Et donc ce que j'essaye de dire dans cette histoire longue que je raconte, c'est que quand il y a un désastre qui est en train de se produire, c'est un désastre qui va sur le temps long. C'est-à-dire qu'on a vu d'abord la désindustrialisation, ensuite la hausse du poids de l'État, l'endettement, et on arrive maintenant dans la phase ultime qui est, pour maintenir notre niveau de vie, il a fallu emprunter, et maintenant, on va plus pouvoir emprunter. On arrive au moment où, j'ai l'impression, je peux me tromper bien sûr, qu'on va plus pouvoir emprunter. Donc, on arrive au dénouement 30 ans après de quelque chose qui était complètement visible. J'avais écrit un livre à l'époque en disant voilà comment ça va se passer. Et les gens me disent c'est pas passé depuis. Mais j'ai dit vous avez pas vu par exemple, vous maintenez l'euro à tout prix comme ils l'ont fait en 2012 avec cette Anne de Draghi. Eh bien qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a foutu tout notre système bancaire en l'air. Oui. Ça fait sauter notre système bancaire. Donc une fois que ça fait sauter notre système bancaire, à ce moment-là, on peut dire qu'il y a toute une série de petites PME en France qui ont commencé à crever parce qu'elles n'avaient plus le soutien des banques, etc. Donc, on voit les effets délétères qui se propagent. C'est comme une radiation. Tu attrapes d'abord, je sais pas quoi. Oui, un rage de peau, puis ensuite c'est les poumons. Puis ensuite c'est les poumons, puis tu finis par crever, quoi. Puis ensuite c'est un 6e doigt de pied. Puis... Donc vraiment, ce qu'il y a d'étonnant, c'est le côté inéluctable de la marche vers le désastre. Et avec les étapes que tu annonces, et là je dis, il me semble qu'on arrive à la dernière étape. Et donc, ça pose un problème sur ce que disait Toynbee, qui est un homme que j'aime beaucoup, qui avait écrit ce livre remarquable qui s'appelait A Study of History, qui a été traduit en français par l'Histoire. Je crois que c'est l'Histoire avec un grand H. Avec un grand H. Un gros bouquin, qui a une couverture argentée ou argentée. Ouais. Et c'est un livre qu'il faut lire, qui est remarquable. Et il disait, le rôle des élites, c'est de répondre aux défis qui se posent à eux. Qui se posent au pays. Et il dit, si l'élite est incapable de répondre ou donne des fausses réponses, eh bien, le défi se représentera d'une façon différente au fur et à mesure que le temps passe. Et ce qu'il y a d'intéressant dans cette analyse, c'est que le défi auquel avait fait face l'Europe du 19e et du début du 20e, c'était les guerres entre la France et l'Allemagne. Donc, on a trouvé comme solution l'Europe. Mais maintenant, on a d'autres défis. Et je ne sais pas si tu as remarqué, chaque fois qu'on a un problème, on dit l'Europe. C'est la réponse au précédent défi.
Mais c'est pas la réponse aux défis actuels. Ça, c'est très souvent aussi, on voit ça dans les guerres, c'est-à-dire que arrive la guerre de 39-45, on y répond quelque part avec une solution de 14-18, la ligne Maginot, c'est-à-dire on va faire une guerre des tranchées, mais dans des conditions confortables. Mais on est déjà passé à une autre guerre qui est celle des chars. Voilà. Et d'ailleurs, à l'époque, c'était drôle parce que le général de Gaulle était au Liban à l'époque. Et quand il passait chez mon arrière-grand-père, du reste. Comme disait ma grand-mère, elle avait sauté sur ses genoux et en tout bien, tout honneur. Hein. Ouais, elle était toute jeune. C'était un bébé. Et qu'est-ce que je veux dire ? Et il disait, mais il faut vraiment qu'on achète des tanks, il faut vraiment qu'on s'arme, qu'on ait des tanks, parce que on lui disait, mais non, pas du tout, c'est une guerre de tranchées, ainsi de suite. On était encore dans la guerre de 14-18, alors qu'il fallait penser... On s'est fait en penser à une guerre de mouvement. C'est toujours le vieil débat entre la lance et le bouclier. De temps en temps, c'est la lance, de temps en temps, c'est le bouclier. Et aujourd'hui, on voit bien que la guerre qui se passe en Ukraine, c'est à nouveau une guerre comme 14-18. L'artillerie a fait des progrès inouïs. Et donc, les Ukrainiens qui ont cherché à faire une guerre offensive, ils se sont fait massacrer. Ils ont eu 500 000 morts, apparemment. Donc, c'est extraordinaire de voir la façon dont les élites... Donc, aujourd'hui, ce que disait encore Toynbee, c'est qu'il y a 3 sorties possibles. Ou bien le système politique change, on change d'élite, comme en 58 quand on a viré la 4e et qu'on a pris De Gaulle. Ou bien le pays disparaît, ce qui est arrivé fréquemment, comme l'Autriche-Hongrie, par exemple, l'Empire des Habsbourg ou la Russie, ou bien la civilisation disparaît, ce qui est arrivé, par exemple, aux chrétiens du Moyen-Orient. Par exemple, les vrais habitants d'Égypte, c'est les Coptes. Alors aujourd'hui, on sait tous qu'on a fait face à une immense inflation ces derniers temps, qui a été due à une hausse de la masse monétaire, et que, en conséquence, les banques centrales devaient faire quelque chose sur les taux. Donc, dans ces cas-là, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est alors, ils étaient coincés between a rock and a hard place, comme on dit en anglais, parce que... Entre le Caraïbe et Scylla. Parce qu'ils doivent quand même conserver des taux relativement bas, sinon ils ne peuvent pas rembourser, les États ne peuvent pas rembourser leurs emprunts. Et en même temps, ils sont obligés de les remonter parce que... sinon le système bancaire saute. Ouais. Donc, voilà. Donc là, si tu veux, dans ce premier graphique qui va apparaître sur vos écrans, vous avez donc la comparaison. Je t'avais tout imprimé, tu l'as laissé dehors. Hein. Je l'ai laissé dehors. Alors là, ce que j'essaye de faire, c'est de montrer dans ce papier, donc qui est paru lundi, c'est ça ? Oui. Aujourd'hui, c'est ça ? Hier, pardon. Et donc, ce que j'essaye de montrer, c'est d'abord comment fonctionne un marché obligataire. Alors, vous avez 2 actifs financiers, vous avez les actions, tout le monde sait ce que c'est vous participez, vous êtes propriétaire en quelque sorte, et puis vous pouvez prêter de l'argent à l'État, par exemple. Si vous prêtez de l'argent à l'État, c'est exactement comme si vous lui donniez votre capital et que lui, il vous payait un loyer, comme si c'était un loyer, on dit loyer de l'argent, comme si c'était exactement le loyer d'une maison, vous voyez. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'au début, par exemple, vous lui prêtez de l'argent, elle est à 2%. Donc, si les taux d'intérêt ne bougent pas dans les 10 ans, s'il reste toujours à 2%, ton obligation, qui a été mise à 100, elle sera toujours à 100. Tu vois, parce que tu touches tes 2%, tout le monde touche 2%, il n'y a pas de raison de changer quoi que ce soit. Mais imagine que les taux passent de 2 à 4. À ce moment-là, toi, tu te retrouves avec une obligation qui te donne du 2. Bon. Mais tu peux toucher du 4. Oui. Donc, personne ne va t'acheter ton obligation à 100. Non. Il va te l'acheter à un cours où le 2% te donnera du 4%. Il me semble, oui. Donc, automatiquement, quand les taux montent, les obligations baissent. Et je montre ça dans la première page pour dire... C'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, les obligations françaises qui avaient été émises à... Donc, quand on parle d'obligations, les gens, on parle des obligations d'État. On ne parle pas du marché obligataire... secondaire, des secteurs privés. Et donc, on voit très bien que depuis... Donc, les obligations françaises étaient dans ce qu'on appelle un marché haussier ou un bull market de 1994, où on était aux alentours de 6... à 2022, pardon, et vous voyez que la ligne rouge, c'est-à-dire le portefeuille obligataire, celui qui vous donne ce que fait une obligation qui resterait à 10 ans sans arrêt, c'est-à-dire que
Quand tu achètes une obligation, elle passe de 10 ans à 9 ans, à 8 ans, à 7 ans, à 6 ans, à 5 ans. Donc, elle devient de moins en moins sensible au taux d'intérêt. Tu vois. Mais là, le calcul que je fais, c'est celui d'une institution qui maintient son portefeuille à 10 ans tout le temps. C'est-à-dire que quand une obligation arrive à 9 ans, de 9 ans arrive à 9 ans, il la vend, il en achète une nouvelle à 10 ans. Tu vois, de façon à toujours maintenir son portefeuille à 10 ans. Ça passe de 100 en 1914. De 1994 à 418, c'est-à-dire que si vous touchez pas vos coupons, si vous les réinvestissez sans arrêt, vous voyez. Et puis depuis, on est passé de 418 à 300. Donc une gamelle inimaginable, tu vois. Alors le portefeuille obligataire de la plupart des gens, c'est pas difficile, ça sert aussi dans les marchés à garantir le risque du temps. C'est-à-dire, t'es une compagnie d'assurance, t'es un fonds de pension, t'es des gens comme ça. Tu vas payer quelque chose, tu as des sorties incertaines, et donc tu dois te mettre des réserves dans quelque chose qui sera certain. Tu vois, tu mets ça, t'as ton capital, et puis tu as tes réserves. Et donc ça veut dire que tout ce que j'appelle l'épargne longue, qui avaient mis ces obligations en réserve, oui. Ils ont perdu, d'après les calculs que j'ai faits, ils ont perdu quelque chose comme 21% sur le plus haut. En nominal. Donc une gamelle comme il n'y en avait pas eu depuis 1981. Alors c'est drôle parce que quand on compare aux autres obligations d'État d'autres pays, oui. On est pratiquement l'Allemagne... parce que comme nous, à peu oui, près. C'est ça. Et pourtant, tu as des autres obligations d'État qui fonctionnent bien. Par exemple, les obligations chinoises qui m'est arrivé de recommander ici, j'ai toujours pas reçu mon chèque de la Banque centrale du PCC, oui. Je voudrais quand même que le Parti communiste chinois fasse son boulot et reconnaisse ses vrais amis et m'envoie ce fameux chèque de soutien à l'Institut des libertés. Tu sais que j'ai encore eu des débiles cette semaine qui ont dit oui, d'ailleurs, Charles avec ses vestes col Mao. Je dis mais c'est des vestes autrichiennes, j'en peux plus des gens. Bande de nuls. Non mais il y a des gens qui ont envie de leur dire mais sortez le dimanche ou fermez-la quoi, parce que franchement ça devient usant. Mao, on avait inventé le col Mao bien avant les Chinois et bande de nuls. Bon, c'est pas grave, c'est les Autrichiens qui avaient fait ça s'appelle une veste de chasse. Parce que les chiens, voilà, c'est un truc important, c'est pour éduquer les foules, ça. Tu sais qu'on a un gros... notre motif, c'est quand même d'éduquer les foules. On les éduque aussi sur les vestes de chasse. Bon, donc on prend une énorme gamelle. Alors, donc ils ont déjà perdu 21%. Alors, le deuxième graphique, c'est que en plus, comme tu l'as dit fort justement, il y a eu de l'inflation. Oui. Depuis quelque temps. Donc, vous l'auriez senti. Vous l'auriez senti. Donc, ce machin-là, donc 21%, si vous essayez maintenant de calculer le pouvoir d'achat de ces réserves qu'on avait mis de côté, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, on calcule le pouvoir d'achat, donc on déflate par l'indice des prix. Oui. C'est comme votre salaire, quoi. Vous touchez 1 000 €, c'est pas la même chose si l'inflation est à 10 ou à 0. Quoi. Bien sûr que non. Eh bien, à ce moment-là, ça te fait une perte de 38%. Incroyable. Oui, mais attends, incroyable. Mais t'es une compagnie d'assurance, toi. T'as mis ça. T'as perdu 38% sur le côté gauche, là. Et maintenant, tous les trucs que t'avais assurés, ils montent avec l'inflation. Parce que remplacer le toit de la maison qui a brûlé, tu vois, ça coûte 100 plus l'inflation. Au minimum. Donc, d'un seul coup, l'équilibre que tu avais entre tes risques d'un côté et tes réserves de l'autre, il va plus du tout. T'as plus du tout assez de réserves. Donc, qu'est-ce que tu fais si tu as une compagnie d'assurance ? Mais même ça devient au point que, est-ce que ça devient rentable d'assurer ou de réassurer ? En tout cas, à ces prix-là, pas du tout. Pas du tout. Donc, ce que tu fais, c'est que tu augmentes tes prix. Oui, t'es bien obligé, là, pour le coup, pour que ça passe. Tu peux pas faire autrement. Donc, ça veut dire que toutes les entreprises qui doivent s'assurer vont maintenant payer des primes qui vont être beaucoup plus élevées. Et c'est une sorte d'impôt qui est prélevé. Oui, et alors si toi, tu n'as pas suffisamment de trésor en tant que société et que tout à coup, tu vois arriver... parce que... Ou tu t'assures pas. Ou tu t'assures pas. Ou tu t'assures pas, ce qui fait monter le risque extraordinairement dans le système. Et c'est vrai des fonds de retraite. Aussi, toi, tu devais payer des retraites. Mais toi, le fonds de retraite, tu mettais tout l'argent des retraites qui étaient payées en réserve pour les paiements futurs. Attends une seconde. Si d'un seul coup, tes réserves baissent de 38%, mais tu dois toujours payer plus ou moins, un revenu déflaté de l'inflation. Tu vas pas payer de moins en moins, mais tu peux pas. Ça veut dire que les retraites vont baisser. Ils peuvent pas augmenter les prix. Ça veut dire que les retraites vont baisser.
Oui, mais attends, c'est quand même dingue parce que alors. Mais tu vois, c'est ça qui est étonnant, c'est que tout ça est inévitable. C'est un machin. Je trouve que déjà, enfin, je veux dire, tu le sais. Par exemple, maman a une sœur qui a été professeure pendant 24 ans. Pendant 24 ans d'espagnol dans un lycée. Et si je vous dis le montant de sa retraite, ça me fait pleurer. Je crois 700 euros. Voilà, elle a 670. Voilà. 670 24 ans de et après professeur. Avoir élevé 2 filles. Voilà, mais oui, parce qu'elle n'avait pas assez de points parce qu'elle a élevé 2 filles. Bon, bref, d'où tu veux baisser cette retraite-là ? Comment tu t'en sors avec 700 euros ? Tu t'en sors pas. Et donc, et c'est effrayant. Donc, et puis le troisième, c'est les banques. Les banques en ce moment. Mais qu'est-ce que. Tiens, c'est celui-là que tu veux ? Tiens, c'est celui-là et celui-là, c'est les 2 derniers. On y viendra après. Mais ouais. Ça, imaginez une banque, elle a ses réserves pour le cas où il y a des gens qui il ne remboursent pas ses prêts. Oui. Donc, si la compagnie d'assurance augmente ses prix, ça va faire sauter des tas de PME. Oui. Et les PME, elles ont des prêts auprès des banques. Mais les banques, leurs réserves se sont pétées la gueule de 38%. Aussi, pour la raison qu'on vient de voir. Donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que... Mais pourquoi elles étaient toutes en obligation d'État, les banques aussi ? Elles n'ont pas le choix, c'est une obligation légale. Ouais. Au 19e, elles auraient dû être en or ou je sais pas quoi, il n'y aurait pas eu ce problème. Mais là, c'est une obligation légale, elles n'ont pas le choix, elles sont obligées de se mettre là. Et elles ne sont pas un petit peu mieux diversifiées quand même dans leur capitaux Les compagnies d'assurance, un peu, elles ont beaucoup d'immobilier, mais l'immobilier, il ne se part pas très bien. Oui, et puis si le système commence à s'emballer, surtout c'est de l'immobilier de bureau en ce moment, ça peut vite prendre une culotte. Si elles ont des immeubles à la Défense, c'est moyen. Et elles ont quelques actions, mais... Comme les actions sont perçues dans toutes les réglementations comme chose qui est très risquée parce que c'est volatile, dans le temps, quand j'étais jeune, il y avait les compagnies d'assurance détenaient 30, 40, 50% d'actions. Maintenant, elles sont à 3 ou 4% parce que c'est trop dangereux. Donc, on les a forcés à acheter des obligations d'État. Et maintenant, c'est l'État qui va faire faillite. Donc, si tu veux, je sais pas, encore une fois, je ne sais pas ce qui va se passer. Et donc, tout ça, c'est très gênant. Alors maintenant, donc, ce que j'essaie de dire, c'est que tous ceux qui utilisaient les obligations d'État comme un placement sans risque se retrouvent maintenant avec une perte de 38%. Ce qui est... Je dis souvent que les marchés financiers, c'est comme... la pêche et la dynamite, tu sais, t'envoies un bâton dans le dynamite et puis tu vas d'abord remonter les petits poissons, puis ensuite les moyens, puis les gros, puis à la fin il y a les baleines. Ça, c'est un machin où il y a des baleines. Et on commence à le voir. L'immobilier à la Défense, par exemple. Ouais. Est-ce que tu penses que le marché immobilier de Paris, enfin des grandes villes, peut prendre une culotte indépendamment du marché de bureau parce que moi, le problème que j'ai avec ça, c'est que je me dis, je vois combien c'est tenu, par les Airbnb. Bon, ça peut sauter encore parce que les gens vont pas avoir des pré-relais forcément et puis ils vont pas s'y retrouver. Mais il y a quand même le Qatar, la Chine, tout ça, c'est-à-dire les biens d'exception. J'ai l'impression que c'est quand même vachement tenu par des... C'était très tenu, c'est ce que je dis toujours. Non, si l'ordre républicain est maintenu, s'il n'y a pas de criminalité, s'il n'y a pas... Parce que en 73, donc j'avais 30 ans, oui, 243 et 30, ça fait 73, oui. J'avais 30 ans, j'étais au Liban, c'était l'immobilier sur la grande artère commerciale de Beyrouth était le plus cher du monde. Plus cher que New York. Plus cher que New York, plus cher que Paris, plus cher que les Champs-Élysées, plus cher que l'avenue Foch, qui pourtant est très cher au Monopoly. Oui, mais maintenant, ce qui est le plus cher, c'est plutôt le but Montmartre, parce que les gens, c'est marrant. Ouais. Enfin, ça, c'est un détail. Et ce qui s'est passé, c'est que l'ordre, on en a parlé tout à l'heure, le Liban a été détruit par l'arrivée des Palestiniens à la suite de Septembre Noir. Et maintenant, ça vaut plus rien. Il est vrai que là, on n'y pense pas, mais si les Jeux Olympiques sont le four qu'ils risquent d'être, on va envoyer comme message aussi que l'immobilier à Paris est peut-être surcoté pour les étrangers. Il est à dire, en plus, je redis ce que j'ai souvent dit, mais je vais le dire une fois encore, parce que c'est important, notre niveau de vie depuis des années, c'était le niveau de vie qu'on gagnait, et le niveau de vie qu'on empruntait. Si on ne peut plus emprunter, le niveau de vie va baisser très fortement. Et à ce moment-là, il y a des tas de gens dans la location qui ne vont plus pouvoir payer. Et donc, les impayés vont augmenter dans des proportions très fortes. Et compte tenu de la législation française, tu ne peux pas vendre.
Non. Et tu peux pas les virer. Oui, mais je pense qu'il va du coup y avoir... Il va y avoir... non, ce qui va se passer, c'est que les gens vont retourner vivre à la campagne. Ouais. Oui, bah déjà, ça s'est pas mal passé avec le Covid. Et les gens se sont dit, on va osciller en faisant 2 jours à Paris, télétravail. Le mari vient à Paris travailler 2 jours par an, ou je sais pas quoi, puis il met sa famille à Angers, à Tours, ou dans la campagne là-bas. À Orléans. À Orléans, c'est pas cher. Et puis il y a les TGV qui te ramènent vite fait. Donc, ça veut dire que quelque part, le premier impact de ce papier que j'ai écrit, c'est de dire, attention, il y a toute l'industrie de l'épargne longue qui est en train de ramasser une gamelle dont vous n'avez même pas l'idée. Alors, ce que font les compagnies d'assurance, j'ai reçu récemment un ancien directeur, patron d'une grande compagnie d'assurance française, et il me disait, ce qui se passe, c'est qu'on avait des réserves cachées. Tu sais, on avait des immeubles, on avait des actions qui étaient beaucoup montées, mais on prenait pas la plus-value parce que c'était pour les jours, donc ils avaient des noisettes, quoi. Tu vois, ils avaient des noisettes. Et dans les 2 ou 3 dernières années, ils ont vendu toutes leurs noisettes. Ils en ont plus des noisettes. Donc d'ici quelques temps, les vrais chiffres vont commencer à apparaître sur l'assurance, sur la banque. C'est marrant parce qu'il y a toujours dans les systèmes comme ça des façons de s'organiser. Moi, j'avais une fille qui était un peu dyslexique et qui avait du mal dans son apprentissage. Ce qui faisait qu'elle avait eu du mal à apprendre vraiment l'orthographe. Ça a mis du temps pour se mettre en place. Et je pense à ça me fait pareil, c'est que elle faisait 40, 50 fautes par dictée. Et en CM1, la maîtresse est venue me voir en me disant, est-ce que ça vous embête si votre fille passe l'examen national? Je lui dis, mais enfin, pas du tout. C'était Madame Poirier. Je lui dis, pas du tout, Madame Poirier, mais pourquoi elle? Et alors, en fait, comme c'était une école privée, ils voulaient être sûrs que quand on passe le niveau national, on le fasse avec des élèves qui étaient vraiment nuls. qui étaient vraiment nuls. Qui étaient vraiment nuls. Ils n'allaient pas avoir des bonnes notes. Oui, et comme ça, ils n'allaient pas avoir d'emmerdement avec... sinon, s'ils surperformaient à l'examen, par rapport à des collèges de Créteil et tout ça, ils avaient des emmerdements en disant, oui, pourquoi vos enfants savent tous lire et écrire à 9 ans, c'est pas normal, tu vois. En prenant ma fille qui allait faire 50 fautes à sa dictée, voilà, ils étaient sûrs d'être dans la norme. Voilà, comment les systèmes s'arrangent eux-mêmes. Ta fille était une petite noisette qui aurait été de côté pour la présenter au concours. Voilà. Mais ça me paraît une excellente idée. Bon, donc, premier impact, boum, toute notre industrie de l'épargne longue, mettons, il y a un trou sous la coque, et on a beau envoyer l'eau par-dessus bord, j'ai l'impression qu'il y a un moment où il y aura plus d'eau qui rentrera qu'on pourra en jeter dehors. Bon, ça c'est la première des choses. La deuxième, que j'ai essayé d'indiquer dans ce papier, c'est de dire, écoutez les gars, qui a financé nos déficits ? Alors, avant, on avait les Russes, c'était gentil, déjà. Ils prenaient nos bons euros contre leur gaz. Leur bon pétrole, leur mauvais pétrole. Voilà. Et ils disaient merci, ils allaient à Saint-Tropez et à Courchevel le dépenser allègrement, ce qui nous rendait bien service. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en France, il y a à peu près 50% de notre déficit budgétaire qui est financé par des étrangers. Bon. Vous faites une comparaison avec l'Italie. L'Italie, c'est à peu près financé à 90% par les Italiens. Bon. C'est-à-dire que j'ai toujours dit qu'une dette était dangereuse pour un pays si c'était des citoyens étrangers qui la prenaient. Si c'est des citoyens français qui la prennent, à ce moment-là, c'est qu'un rapport de consommation dans le pays. C'est-à-dire que les épargnants gagnent un peu plus, les autres gagnent un peu moins, mais ça se passe à l'intérieur du... Comme au Japon, exactement, c'est comme au Japon. Donc, les étrangers, qui financent 50% de notre déficit, ont le choix de l'acheter ou pas l'acheter. Les sociétés dont je te parlais tout à l'heure, elles n'ont pas le choix. Elles sont contraintes par la législation à acheter ces saloperies. Bon, c'est comme ça. C'est pour ça que je dis aux gens, et les gars, si vous avez des obligations françaises, ça met 10 ans qu'on le dit, vous les vendez, hein. Parce que vous n'êtes pas forcés. Oui. Vous n'êtes pas forcés. Par contre, je sais ceux qui ont des assurances vie. Il y a la loi Sapin qui est passée quand M. Sapin était ministre des Finances. Ça va faire 10 ans, 14 ans. Je ne sais plus, c'était sous Hollande, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était 2012. Comme me disait un de mes amis, le franc français sans le sapin, mais enfin, c'était autre chose. C'était une mauvaise blague. Et donc, M. Sapin, il a fait passer une loi pendant l'été quand personne ne regardait. C'est toujours là où ils font des conneries. Hein, oui. Selon lesquelles, l'État français, si tout le monde voulait le rembourser, si vous voulez le rembourser en même temps, il y a 1800 milliards, hein, c'est quand même pas mal. Hein. L'État français pouvait déclarer un moratoire sur le remboursement.
C'est-à-dire que vous gardez votre assurance vie et puis on vous la rembourse pas, quoi. Donc, c'est bien. Remarque, ça veut dire qu'au moins, à cette époque-là, ils avaient vu le problème. Oui, mais ils trouvent une solution pour coincer l'épargnant. Oui, mais ça veut dire qu'au moins, ils l'avaient vu. Parce que honnêtement, quand je vois Bruno Le Maire ces temps-ci, je pense que, je crois que tu lui parles de ça, je suis pas persuadée qu'ils comprennent. Au moins, là, sous l'époque de Sapin, tu disais, OK, ils avaient vu le problème, ils s'étaient dit, donc ils s'étaient dit comment coincer les gens. Mais en faisant ça, en essayant de coincer les gens, ça prouve qu'ils ont conscience du truc. Ça me rassure déjà un peu sur leur capacité. Oui, mais moi aussi, mais en même temps, si tu veux, ils s'attaquaient pas à la racine du problème. Bien sûr que non, mais c'est eux qui l'avaient et puis ils pouvaient pas s'attaquer à l'euro. Donc, mais ça veut dire au moins qu'ils avaient conscience, parce que quand je vois ces tanches arriver temps après temps au journal télévisé et nous dire l'inflation nous a pris de court ou on s'attendait pas au mur de la dette, je me dis soit vous nous prenez pour des andouilles, soit vous l'êtes. Mais ce qui me laisse assez peu de marge de manœuvre quand même. Oui, tout à fait. Alors. Maintenant, ce que j'essaie de montrer, c'est que ces investisseurs étrangers, qui peuvent être un fonds de pension hollandais, qui peuvent être BlackRock, qui peuvent être l'émir du Qatar, ça n'a aucune importance. À tout moment, ils ont le choix entre acheter des obligations françaises, comme réserve de valeur, c'est ce que c'est une réserve de valeur, soit acheter de l'or. Et donc, je montre un graphique qui remonte donc à 1970, qui est assez rigolo d'ailleurs. Vous voyez, la ligne jaune, c'est le cours de l'or. La ligne rouge, c'est le cours d'une obligation française. Et la ligne en noir en bas, c'est le ratio entre les deux. Et vous voyez encore une fois à quel point les marchés sont merveilleusement faits. C'est-à-dire que sur le long terme, les deux convergent toujours. Pour une raison très simple, c'est que si l'or faisait tout le temps mieux que les obligations françaises, à la fin, plus personne achèterait des obligations françaises et tout le monde achèterait de l'or. Tu vois, donc il est obligatoire que de temps en temps, les obligations françaises reviennent vers l'or. Mais ça n'empêche que le gouvernement étant débile, comme tu l'as dit, de temps en temps, ils espèrent échapper à la sanction. Et donc, pendant ces moments-là, l'or fait beaucoup mieux. Par exemple, de 1970 à 1980, l'or a fait beaucoup mieux que les obligations françaises. Puis de 1981, au moment où monsieur de 80, 82, 83, à ce moment-là, monsieur Delors pleurait parce qu'on allait couper les lignes de crédit à la France, ce qui est vrai, hein. Et donc, les taux d'intérêt montent à 16-17% et les obligations françaises commencent à faire... Le franc français se pète la gueule à l'époque. On s'en souvient pas des taux d'intérêt à 2 chiffres. Hein. C'était bien, les épargnants étaient ravis. Et donc ensuite, de 95 à peu près jusqu'à 2020, obligations françaises et or font exactement la même performance. Et depuis le 2021, l'or est passé de 1200 à quelque chose comme 6000, ce qui est bien. Et les obligations françaises, elles ont baissé. Donc, aujourd'hui, n'importe quel directeur financier, n'importe quel investisseur à long terme se dit, la France est partie dans une phase de dig-dig comme de 1970 à 1983. Je ne touche pas aux obligations françaises et n'achète que de l'or. Oui, mais... Mais s'ils cessent d'acheter nos obligations... Qui nous financent. Oui, et à quel prix ? C'est-à-dire, ils peuvent aller sur le marché, mais à ce moment-là, ils ne paieront pas 2,8 comme ils paient aujourd'hui, ce qui est grotesque. Ils paieront 5,6. Mais à 5,6... On saute. On passe pas. Et en plus, une récession commence. Et avec une récession qui commence, cette année, d'après le ministère des Finances... Allez, on va emprunter à peu près 300 milliards, c'est-à-dire 180 milliards, 175, 180 milliards pour le déficit actuel, et puis toutes les vieilles obligations qui arrivent à échéance, à peu près 130. Tu sais, celles que tu as prêtées il y a 10 ans qui arrivent. Oui, bien sûr, les durations. La duration, tu arrives. Mais si on a une récession, on peut rajouter 80 100 milliards de plus. Donc on a 400 milliards. Mais comment on fait passer 400 milliards dans les marchés ? Surtout si en plus, ils achètent plus 50%. Oui. Et donc je dis, je comprends pas.
Je ne sais pas ce qu'ils vont faire comme tour de passe-passe. Est-ce qu'ils vont essayer de faire un truc avec... Le tour de passe-passe, c'est que la BCE les rachète. Mais voilà, c'est ce que je te dis. Là, l'euro s'écroule à 50. Parce que c'est jeter, quand tu sais, en termes financiers, on appelle ça jeter du bon argent à du mauvais. C'est-à-dire que les gars qui sont là, les autres pays de la zone euro, je sais pas, l'Allemagne par exemple, voire l'Autriche ou des pays comme ça, des pays sérieux. La Pologne, ils vont se dire, mais attends, je crois pas qu'ils sont dans l'euro, tiens. Ah oui, c'est vrai. Ils sont pas dans l'euro, mais ils vont dire, mais attendez une seconde, pourquoi on continuerait à payer à subventionner les Français pour qu'ils prennent leur retraite à 60 ans, ou 62 ans, ou 63 ans. Et la semaine de 4 jours. Et la semaine de 4 jours, alors que moi, les miens, ils prennent leur retraite à 67 ou 68 ans. Donc, c'est pas jouable. Et donc, je dis, il devrait se passer quelque chose. Et ce que je regarde avec stupéfaction, c'est mon dernier graphique. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'Italie et la France. Elles empruntent tous les deux à 10 ans. Et l'Italie étant notoirement mal gérée, depuis toujours, emprunte toujours un peu plus cher que la France. Puisqu'il y a une petite prime de qualité pour la France qui était censée être gérée par des inspecteurs des finances compétents, ce qui est un oxymore, ça n'existe pas. Ils sont tous nuls, mais c'est autre chose. Et donc, il y a ce qu'on appelle le spread entre l'Italie et la France, l'écart des taux du 10 ans. C'est le dernier graphique que je montre. Et vous voyez que depuis le début de l'euro, 2009, l'écart des taux était à peu près de 80, au plus bas, était de 80 points de base, c'est-à-dire 0,8%, en faveur de la France contre l'Italie. Mais il semble bien que la France va casser et commencer à emprunter, ça va casser cette espèce de prime. Si la France se met à emprunter plus cher que l'Italie, je ne crois pas que ça soit jamais produit dans l'histoire. Mais surtout, l'Italie, si on revient à ce que tu disais tout à l'heure... Mais elle est en bas d'état, l'Italie. Hein, non, alors surtout l'Italie, sa dette est achetée encore par les directeurs financiers de ce monde italien, qui achètent de la dette italienne et le public italien. Nous, on vient de voir que ça, c'était fini en interne. Ce qui veut dire que l'Italie, en plus, a moins en volume... Elle peut sortir de l'euro, elle s'en fout. Elle a des excédents des comptes courants. L'Italie a des excédents de ses comptes courants, elle a ce qu'on appelle un équilibre primaire, c'est-à-dire que si vous enlevez le paiement des taux d'intérêt, eh bien, elle est à l'équilibre. Mm-hmm. Alors que nous avons un déficit primaire qui est important et un déficit du commerce extérieur. Donc, si on dévalue, on va prendre une claque sur notre niveau de vie gigantesque, alors que si l'Italie sort de l'euro, ils verront rien. Enfin, il y aura une partie de leur population qui prendra une claque, ceux qui ont des obligations, et puis une autre partie qui gagnera, parce que du coup, les impôts baisseront, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je regarde ça et je me dis, mais dont je dis aux gens, c'est, vous devriez peut-être acheter de la dette italienne et vendre de la dette française. Oui, carrément. Et tu fais 80 points de base, ça te coûte rien? Oui, alors oui. Oui, tu vois ce que je veux dire? Donc, tu te dis, mais dans quel monde vit-on? Comment est-ce possible? Bientôt, on va acheter de la dette grecque, tu vois. Absolument, on n'en est pas loin. On va acheter de la dette grecque, et tu te dis, mais enfin, comment est-ce possible, encore une fois, que notre pays soit allé à des... Alors, je vais vous donner un exemple historique qui m'intéresse. C'est que, dans le fond, la révolution est arrivée parce qu'on avait une crise financière qu'on ne réussissait pas à régler, hein. Quand tu prends la France en 1789, il y avait... c'est marrant parce que j'ai une question sur les assignats. Oui, voilà, on y vient. Je te dis, ils deviennent de plus en plus intelligents, c'est une catastrophe. Il faut arrêter de les enseigner, sinon ça va être... Donc, je viens à ça. À l'époque, 50% du budget de l'État, c'était le service de la dette. Mm-hmm. Tu vois ce que j'ai? Nous, aujourd'hui, on est à 4 ou 5%. Donc, mais 50%, c'était le service de la dette. Donc, la France était dans un état pitoyable, le budget, et l'État français empruntait à 10% sur les marchés. Qui était qui à l'époque? Les marchés c'était les bourgeois locaux, il y avait déjà la Cité à Londres, enfin on prêtait à la France à 10%. Bon, l'Église, qui avait des biens en France importants, empruntait à 5. Et qu'est-ce qu'a fait l'État français? Il a piqué tous les biens d'Église. Simple et de bon goût. D'aucuns l'avaient fait sous les Templiers. D'aucuns l'avaient fait sous les Templiers, exactement. Donc, ce que je dis aux gens, c'est
regardez vos comptes, les gars. Parce que l'Église n'a plus rien, qui va être le prochain... L'Église n'a plus rien, qui va être plus rien. Alors, il y a les crétins de service qui nous disent, ça va être, il faut piquer tout le pognon de la LVMH et tout, mais le pognon de la LVMH, d'abord, il n'est pas en France, et puis ensuite, ou de Total, ou je sais pas quoi, des super profits, tout ça, c'est des bêtises, parce que les super profits sont faits partout, sauf en France, personne ne gagne d'argent en France. Moi, je leur dis bonne chance, allez-y, chopez les super profits. Si vous arrivez à choper 1 million, ce sera le bout du monde. Et puis, ce qui peut se passer, c'est qu'à ce moment-là, j'imagine que les sociétés sont pas trop bêtes. Elles vont tout retenir en Irlande, enfin, comme elles font d'habitude. Ou elles vont se faire acheter par leurs compétiteurs étrangers. Ouais. C'est arrivé pour les ciments Lafarge. Ils se sont fait acheter par Rochestif, qui était la société suisse. Et après, so what? Après, puisqu'on embêtait les ciments Lafarge, parce qu'ils avaient bâti des immeubles en Syrie, justement, alors que c'était pas permis, je sais pas quoi, on leur a fait des procès. Bon, ils se sont fait acheter, puis c'est terminé. Donc, Score pourrait être acheté par Swiss Re, tu vois ce que je veux dire. Et puis à ce moment-là, il ne reste plus que les activités perdantes en France, que ces gars-là fermeront. Alstom. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on est en train d'arriver à la fin de quelque chose. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que c'est pas un scénario nouveau. C'est un scénario qui s'est passé dans 25 pays, le Venezuela, l'Argentine, l'Angleterre d'avant Madame Thatcher, enfin bref, qui est en train de commencer aux États-Unis d'ailleurs aussi, où on connaît exactement les étapes de la descente aux enfers, tu vois. Mais les politiques le font quand même. Et alors c'est soit un manque d'éducation complet. Tu as Nicolas Humbert qui posait comme question justement de savoir si les réserves en or de la Banque de France pourraient venir en dernier recours pour solder toute une partie de la dette. Ça pourrait, 4000 tonnes, mais c'est pas énorme, 4000 tonnes. Ouais, parce qu'en plus, Sarkozy en avait vendu pas mal, un petit peu. Parce qu'à l'époque, on s'était dit, oui, on n'aura pas besoin de tout cet or. Et non, puis surtout, si tu veux, s'il vendait de la dette, à ce moment-là, ça lui permettait de rester en dessous des 3% de déficit de l'Europe. Quel crétin. Parce que ce Sarkozy, c'est quand même un crétin. Donc, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Et comment est-ce que tu expliques, Antoine te demande, le fait que l'euro se comporte relativement bien en ce moment face aux autres devises ? C'est vrai, mais il faut regarder la performance relative des marchés obligataires. Tu prends le marché obligataire allemand, depuis le début de l'année, il s'est encore viandé. C'était contre les autres. Oui, mais d'ailleurs, j'ai un graphique, peut-être que je le donnerai pour qu'on le mette à ce moment-là. Voilà. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si ton marché obligataire baisse par rapport au marché obligataire, les Chinois, j'en sais rien. Ouais. Ça veut dire que les marchés anticipent une baisse de ta monnaie. D'accord. Tu vois, c'est exactement la même chose. Donc, que tu baisses au comptant ou que tu baisses à terme, aujourd'hui, les marchés sont en train de baisser à terme. Et les gens regardent que le comptant et voient pas. Mais en fait, la baisse de l'euro a déjà bien commencé par la hausse des taux longs, quoi. Tu vois, les gens demandent à être payés de plus en plus sur les euros qu'ils gagnent. D'accord. Donc, c'est un phénomène parfaitement normal. Mais les gens le voient pas parce qu'il y a la différence entre le comptant et le terme. Est-ce que tu penses est-ce que tu penses qu'en ce moment, c'est de bon sens d'acheter un bien immobilier ou non ? Non. Sauf si vous l'achetez à la campagne, avec de la terre autour. Et est-ce que tu penses que si tu as un prêt, il faut le rembourser très vite ? Non. Non, dans le prêt, il faut le garder soigneusement. C'est une façon d'être à découvert sur la monnaie française. Donc, ça peut pas. Moi, donc ça, c'est plutôt bien. Ça, c'est plutôt bien. Quelles conséquences pour l'UE en cas de forte turbulence financière là Je vois pas. Encore une fois, je reviens toujours à la même chose. Mais les gens me disent que je suis gâteux et tout. Tu ne peux pas maintenir un taux de change fixe entre des pays qui ont des productivités, par exemple, de leurs États différentes. Il y a 70% de plus de fonctionnaires pour 10 000 habitants en France qu'en Allemagne. Ou qu'en Angleterre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les fonctionnaires sont payés par le système productif. Ça veut dire que les coûts fixes du système productif en France sont beaucoup plus élevés, ce qui est un choix, ça ne me gêne pas. Mais à ce moment-là, pour que la rentabilité reste la même, il faut que le taux de change baisse. Donc, tu ne peux pas sortir la France de cette trappe à dette dans laquelle elle est en train de rentrer si l'euro existe encore. Est-ce que tu penses
ou pas, qu'une façon d'asseoir un euro pourrait être c'est une question, c'est parce que une convertibilité face à l'or ou l'argent, c'est-à-dire un prêt Bretton Woods. Non, parce que comment veux-tu un prêt, il faudra l'embourser. Tu dis on va mettre un nouveau prêteur, mais le nouveau prêteur, il a le même choix que n'importe qui, c'est-à-dire est-ce que j'achète des obligations françaises ou est-ce que j'achète de l'or? Aujourd'hui, il faut être un crétin pour acheter des obligations françaises contre l'or. Ou être obligé. Ou être forcé. Mais à ce moment-là, ça veut dire que si quelqu'un décide de nous prêter, ça veut dire que ce quelqu'un décide d'imposer sa population pour permettre au système social français de survivre. Ouais. Parce que cet argent qui nous viendra, il sera payé par quelqu'un d'autre. Et donc, ce quelqu'un d'autre aura une consommation plus faible que ce qu'il aurait eu s'il ne nous avait pas prêté. Donc, c'est un choix politique. S'il y a des gens qui sont assez crétins pour nous prêter, à ce moment-là, je ne peux pas juger. Mais dans le monde d'aujourd'hui, je ne vois pas très bien qui est-ce qu'elle... Ou alors, il faut imprimer des billets, c'est l'euro, mais à ce moment-là, l'euro s'écroule. Est-ce que tu peux expliquer à Marjorie ce que tu entends par les rentiers? Alors, les rentiers, si vous voulez, vous avez... c'est pas du tout une notion péjorative dans mon esprit. C'est-à-dire que vous avez des gens qui travaillent et qui mettent de l'épargne de côté pour vivre mieux à la fin de leur vie, par exemple, ou pour payer des études à leurs enfants, etc. En fait, c'est des épargnants. C'est des épargnants. Et ces épargnants, il faut qu'ils aient dans le système un outil pour que leur épargne ne soit pas détruite par l'inflation, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des taux d'intérêt réels sur les taux d'intérêt, de façon à ce que les épargnants ne soient pas spoliés par ceux qui empruntent. Je crois que le rentier, c'était le terme de Schumpeter, non? C'était les rentiers, les entrepreneurs. Oui, c'est ça. De la façon dont un système économique fonctionne, c'est que vous avez les rentiers qui épargnent comme ça et qui veulent pas perdre. Ils veulent pas que ça baisse. Quand tu es un épargnant, tu veux épargner. Tu veux épargner, donc tu veux pas que ça baisse. Et puis de l'autre côté, tu as des fous complets qui sont les entrepreneurs et qui, eux, sont prêts à tout perdre. Mais en moyenne, si tu veux, tu as un entrepreneur qui est Bill Gates qui te fait gagner énormément d'argent, et puis il y en a plein qui vont perdre, et donc, mais Bill Gates sortira tout le monde du trou. Il n'y a que 20% des entrepreneurs qui réussissent, mais ils réussissent de façon tellement extraordinaire que du coup, les profits augmentent. Tu vois, mais à ce moment-là, l'Assemblée nationale veut les taxer, mais ça, c'est une autre connerie, ça. Donc, et il faut qu'il y ait une classe au milieu, qui est la classe financière, en quelque sorte, qui va chercher l'argent des rentiers, qui leur dit, les gars, vous me le confiez, je vous garantis que vous perdrez pas, et qu'ils filent aux autres en prenant des risques. Et ceux-là sont en quelque sorte des entrepreneurs financiers. Tu vois, donc, un système financier fonctionne si tu as des rentiers, des entrepreneurs et une classe entrepreneuriale qui n'est pas spoliatrice. Ce qui n'est plus le cas depuis 20 ans, pour des raisons que j'ai expliquées aussi. Ce qui n'est pas du tout ce qu'on a aujourd'hui. Donc, le rentier, c'est nécessaire. L'entrepreneur, c'est vital. Et le type au milieu qui fait son boulot de financier, d'emprunter à cela pour prêter à cela, c'est tout à fait vital aussi. Mais ce que c'est devenu, c'est qu'aujourd'hui, ces gars-là ont pris le contrôle de la Banque centrale, qui fixe les taux d'intérêt trop bas, et à ce moment-là, ils empruntent en rentier trop bas pour acheter les actifs des entrepreneurs sans rajouter au stock de capital. Tu vois, ils achètent à des gars qui ont déjà réussi, ils achètent de l'immobilier et tout. Et donc là, c'est juste un transfert de richesse qui est capturé par une bande criminelle. Donc moi, je me considère comme un financier de la première catégorie et j'ai le plus profond mépris et je trouve qu'on devrait les fusiller de la deuxième catégorie. Voilà. Tu as Ludovic qui ne comprend pas très bien, à partir du moment où dans le portefeuille de l'IDL, on préconise des actions qui n'ont rien à voir avec l'État français, pourquoi il y a Schneider Electric? Schneider Electric, c'est le pied, c'est les spécialistes mondiaux du petit électrique. Oui, mais il dit qu'il y a la Caisse des dépôts et le gouvernement français dans ses actionnaires. La Caisse des dépôts, ça peut pas comme les actionnaires. Est-ce qu'il y a un conseil au siège d'administration? Je crois pas. C'est-à-dire que la Caisse des dépôts, c'est le plus gros investisseur français, c'est le BlackRock français. Allez, non, c'est Amundi, le BlackRock français, mais enfin, c'est un très gros actionnaire. Donc rien. Par exemple, moi, j'ai une petite société. Enfin, il y a une petite société dans le sud de la France dans laquelle j'ai mis de l'argent, qui s'est attaché à récupérer ce qu'on appelle la chaleur fatale. C'est-à-dire tous les processus industriels créent de la chaleur, et puis en général, on le laisse à dissiper, on s'en fout, on n'y fait pas attention. Donc, eux, ils rattrapent cette chaleur fatale, ils en font de l'électricité. Bon. J'ai cru que j'allais tout perdre, mais j'ai pas tout perdu, j'ai eu un coup de peau.
Et la Caisse des dépôts est rentrée dans le capital. Ah, nice. Tu vois, mais parce que ils ont toute une série d'activités comme ça, la Caisse des dépôts, où ils rentrent dans le capital des petites sociétés, ils dirigent. Donc... j'imagine qu'ils doivent faire le calcul. On rentre dans 20, mais il y en a une qui se surperforme. Voilà. Et ils font le calcul, la Caisse des dépôts, quelque part, du financier de bonne qualité. Tu vois, donc je les ai vus arriver, j'étais pas triste. Hein, j'ai dit merci beaucoup, mais ils sont rentrés avec d'autres sociétés industrielles. Donc, je me dis, c'est pas, en quelque sorte, l'intervention de l'État n'est pas toujours nuisible. Je l'ai vu, par exemple, dans la création du programme nucléaire français. Mais avec les gars en au pouvoir depuis 20 ans, s'ils sont majoritaires ou tu sais que ça va mal se passer parce que eux, ils vont voler. Oui. Vous devez pas être avec un État prédateur, quoi. Là, ce que j'essaie de dire, l'État est toujours prédateur, la Caisse des dépôts, pas toujours. Est-ce que tu peux réexpliquer à Hicham pourquoi le PIB est un mauvais indicateur à utiliser pour évaluer l'évolution de la richesse créée par un pays ? Ça, c'est facile. Alors, la valeur ajoutée, le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées. Alors, par exemple, si ce remarquable machin-là qui a été fait avec Institut des libertés dessus, ça a dû être fait par quelqu'un. On a dû lui acheter, combien c'était quand on a acheté nos trucs? Ça devait être 12 €, non? Oui, ça devait être un truc comme ça, oui. 12 €, il a dû les faire en Chine à 2 ou 3 €, tout pété, avec notre logo dessus. Et je tiens à préciser qu'on ne cherche pas à vous le vendre parce que c'est trop lourd à parler. Ça coûtera plus en timbre que n'importe quoi. Enfin, c'est autre chose. Bon, donc là, il y a une valeur ajoutée de 9. Hein. Oui. Donc, tu prends toutes ces valeurs ajoutées de 9 qui ont été faites par des transactions volontaires avec un prix de marché, et ça donne le PIB du secteur privé. C'est-à-dire qu'il n'y a que des décisions volontaires dans lesquelles les deux parties sont sorties gagnantes. Moi, j'étais content d'avoir mon truc avec Institut de liberté dessus, et un très joli bouclier d'ailleurs. Et puis, le type était content de nous le vendre à 9 €, tu vois, c'était très bien. Bon, ça, c'est pour le secteur privé. Tu ajoutes tout ça, les profits, ça donne le PIB du secteur privé. Et puis, de l'autre côté, tu as le secteur public. Alors, comment tu calcules la valeur ajoutée d'un professeur ? Oui, bien sûr. Personne ne sait. Donc, ce que l'État a décidé dans sa grande sagesse, c'est qu'il allait considérer que les salaires qu'il payait, c'était de la valeur ajoutée. Or, c'est un transfert. En fait, je sais pas ce que c'est, mais il y a des professeurs qui ont certainement une valeur ajoutée très supérieure à ce qui sont payés, et d'autres qui sont très inférieurs, quoi. Bon. Et donc, tu te retrouves avec la moitié du PIB qui est déterminé par des prix de marché, et l'autre qui est déterminé par des prix obligés, où il n'y a pas de prix, où il n'y a pas de marché. Et on fait la somme des deux, et ça te donne le PIB. Mais attends une seconde. Donc, pour que le PIB augmente, il suffit que l'État embauche des fonctionnaires. C'est ce qu'ils nous font avec beaucoup. D'ailleurs, l'année dernière, l'État français a encore embauché, ou les autres, 60 000. 23 000 fonctionnaires de plus. 23 000 fonctionnaires de plus sur 60 ans à venir, ce que ça va coûter, c'est monstrueux. Bref. Donc, le PIB, par exemple, sous M. Mitterrand, est beaucoup monté, parce qu'on a augmenté le nombre de fonctionnaires de 600 000. Oui, Est-ce que les Français étaient plus riches ? Non, bah oui, mais ça donc, c'est... Dans une entreprise, dans le fond, l'État, qu'est-ce que c'est ? Les services publics. C'est des machins que tu dois payer. C'est ce qu'on appelle des prélèvements obligatoires. Hein. Donc, dans une entreprise normale, tu as tes revenus, tu vends, tu enlèves tes coûts. Donc, normalement, on devrait prendre le PIB du secteur public, du secteur privé, moins le PIB du secteur public égale la rentabilité de la France. Oui. Non, il les additionne. C'est comme si moi je disais, bon alors, dans mes entreprises, je prends mes ventes, je les additionne à mes coûts et ça me donne mes profits. Mais ma banque, j'aurais des problèmes avec ma banque assez vite. Tu peux. D'ailleurs, ils ont des problèmes avec leur banque. Oui. C'est extraordinaire. Donc, si tu veux, c'est un machin qui a été monté pour justifier la hausse des dépenses de l'État. Et ça n'a aucune réalité économique. Peut-être que les gens, déjà, si on reprenait ces indicateurs économiques et qu'on ne laissait pas les gens penser comme Courrier International, peut-être que les gens auraient une perception de l'économie un peu moins fausse aussi à la source. Parce qu'effectivement, en leur laissant additionner des carottes et des navets en disant c'est une opération... Mais non, tu additionnes des profits avec des coûts.
Mais oui, mais c'est ça. Mais c'est n'importe quoi. Ça tient pas la route une seconde. Mmh. Oui, mais tout le monde a l'air de dire que c'est un indicateur révélateur en disant le point de PIB augmente ou descend. Je dis mais de toute façon c'est pas un indicateur. Donc de quoi vous me parlez ? C'est pas difficile. C'est que le PIB du secteur français, du secteur public français sous De Gaulle, du secteur public par rapport à la richesse créée par la France, c'était d'à peu près 30%. C'est-à-dire qu'il y avait 30% des dépenses qui étaient les dépenses de l'État. Puis bon, la Suisse aussi était à 30%. La Suisse est toujours à 30%. Elle n'a pas augmenté. Et nous sommes à 60%. Est-ce que les Français sont plus riches que les Suisses ? N'importe quoi. Il y a un autre vecteur aussi qui est un gros truc que les marxistes adorent, c'est ils disent oui, le libéralisme et sa théorie du ruissellement. Alors je ne sais pas qui leur a parlé de théorie du ruissellement, c'est un jour quelqu'un s'est arrêté sur ça. Alors c'est un vague concept qui a été évalué dans les années 80, dont personne ne s'est jamais servi. Et surtout ce qui me fait rire, c'est que si quelqu'un fait du ruissellement, c'est bien les keynésiens. C'est-à-dire c'est quand même eux qui nous expliquent qu'à force d'injecter soi-disant des devises publiques, du pouvoir d'achat qui vient de l'État dans l'économie, on relancerait la dite économie. Ce qui est complètement... Le ruissellement, c'est une vision complètement keynésienne à la base. Alors que les schumpeteriens... L'État ferait du L'État ferait du ruissellement, mais alors que les libéraux classiques ont tendance à dire non, il faut simplement laisser l'économie être schumpeterienne, c'est-à-dire avoir de la création destructrice, et c'est comme ça que ça va fonctionner. Et des inventions, et c'est de ce boost que va se générer... La création de richesse est pour ainsi dire jamais le fait de l'État, elle est toujours le fait de quelqu'un qui a une idée nouvelle, c'est-à-dire c'est donc du secteur privé. C'est l'air conditionné. Par contre, le rôle de l'État, c'est de faire que les conditions juridiques, fiscales, etc., soient suffisamment harmonieuses et claires pour tout le monde, que ces gens qui ont vocation à créer puissent le faire tranquillement. C'est le cas de la Suisse. Mais en aucun cas, la vocation de l'État est créer de la richesse. L'État a comme vocation de protéger la nation et les individus contre les prédateurs extérieurs, les prédateurs intérieurs, et c'est tout. Donc cette idée que l'État est créateur de richesse, c'est une des idées les plus farfelues que j'ai jamais entendues de ma vie. Parce que si l'État était créateur de richesse, mais mon Dieu, pourquoi l'Union soviétique n'existe plus, quoi ? On a essayé, hein. On a essayé, ça a duré un temps fou, et il y a eu 100 millions de morts, mais apparemment les gens n'ont toujours pas compris. Encore une fois, j'en ai eu un qui m'a dit ça, il m'a dit oui, 100 millions de morts, mais les gens ont exagéré parce qu'il y a des gens qui sont quand même morts de vieillesse là-dedans, et puis d'autres qui sont... Je dis sur 100 millions de morts, je veux bien vous donner 1 million qui serait mort de vieillesse, très honnêtement. Ça reste quand même assez inacceptable. Mais on peut que tu ailles des Khmers rouges jusqu'à... Voilà, mais on peut mourir de vieillesse trop tôt. Oui, c'est vrai. Si on te donne pas à bouffer parce que t'es vieux, t'es mort de vieillesse, mais t'es surtout mort parce qu'on t'a pas donné à bouffer, quoi. Les famines en Ukraine, les famines en Chine, c'est tout ça. C'était ça. Les vieux mouraient comme les autres, hein. C'était, mais pas pour le. J'ai lu que le prince Albert de la reine Victoria serait mort de la maladie de Crohn, en fait. Qui est une inflammation une maladie de Crohn, c'est une inflammation des intestins. En gros, tu as une diarrhée à peu près tout le temps, quoi. Vieux. Ouais. Et il est mort très jeune, hein. Il est mort très jeune. Elle s'en est jamais remise, d'ailleurs. Ouais. Elle aimait beaucoup son mari. Oui, elle était. Et alors, une des trucs aussi, c'est qu'elle lui foutait jamais la paix, justement. Il ne pouvait jamais se reposer, le pauvre. Le pauvre garçon, elle était très exigeante. Je crois qu'ils ont eu quoi, 8 quasiment toutes les familles royales là, dans d'Europe, ils ont comme arrière-grand-mère Victoria. Quoi, parce qu'elle en a eu un paquet. 8 ou 10, elle était collée à son Albert. Ouais, mais elle l'aimait beaucoup. Cela dit, le monument qu'elle lui a fait dans Hyde Park est très beau. Très beau, très beau. Ouais. Victoria and Albert Museum aussi, c'est un très beau musée. Très beau musée. Voilà, donc ce qu'on essaie de dire encore une fois, c'est ce qu'on disait autrefois, c'est si chacun fait son boulot, on disait les animaux seront bien gardés ou un truc comme ça, il y avait un proverbe français. C'est-à-dire, les cochons seront bien gardés. Les cochons sont bien gardés. Et donc, en France, l'État fait ce qu'il ne devrait pas faire et il ne fait pas ce qu'il devrait faire. Et du coup, le secteur privé, il est complètement étouffé par les... Et pendant ce temps-là, tu sais ce qu'on fait ? On passe des législations pour les cheveux. Pour la discrimination capillaire. Oui, pour les cheveux. Moi, je pensais que c'était pour les chauves. Non, mais moi, je trouve ça insensé, cette discrimination capillaire des chauves. Non, mais moi, je veux bien, mais il y avait une fille qui passait très nettement au journal télévisé pour expliquer la discrimination capillaire, et tu ne peux pas t'empêcher de te dire, indépendamment de tout, que tu n'aimerais pas être derrière elle au cinéma, parce que tu ne vois pas sur aucun des côtés. Voilà. Elle avait une touffe comme ça, oui. Oui, mais elle a tout à fait le droit de le porter, ça ne me pose aucun problème dans le boulot, mais simplement, effectivement, il y a des moments... Tu l'as mis au dernier rang au cinéma ?
Bah, t'es obligé, hein. Ouais, t'es obligé. Non, mais c'est extraordinaire, cette histoire de vouloir que les gens fassent pour ça. Moi, j'avais un jeune associé il y a quelques années qui était extraordinairement mauvais dans tout, sauf qu'il était un programmeur absolument génial et tout. Et je lui disais, mais écoute, pourquoi tu veux absolument gérer de l'argent alors que tu es un très très bon programmeur? Pourquoi tu fais pas ce que pourquoi tu es bon? Ben non, il voulait faire ce qui était bien considéré dans ces milieux. Il était nul. Ah oui. Et pourquoi les gens veulent toujours faire ce pourquoi ils sont mauvais? C'est bizarre. Enfin, pas toujours, il y en a qui font ce qu'ils veulent. Heureusement, il y en a qui font ce qu'ils aiment, mais c'est le contraire de ce qu'il faut faire dans la vie. Si vous êtes bon dans quelque chose, c'est que vous êtes doué pour ça, ben, mon Dieu, faites-le. Ouais. Donc l'État, il faut l'empêcher de faire ce à quoi il n'est pas bon. Oui. Le problème, c'est qu'il y en a qui sont mauvais en tout. Bruno Le Maire est mauvais en ministre de l'économie et il n'est pas bon écrivain non plus. Donc, mais là, par contre, il est publié. Oui, mais ça, c'est. Et on parle de ses livres dans les gazettes. Oui, bah oui, ça, c'est. Je trouve ça Moi, je suis bon dans les livres et on parle pas de mes livres dans les gazettes. Je suis très fâché. J'ai été premier des livres économiques, depuis 6 mois sur Amazon, à peu près. Et j'attends toujours le premier article du journal, quoi. C'est dingue que. Sauf Causeur. Mais oui. je crains d'avoir des moyens de pression sur Causeur, qui m'ont fait un petit article quand même. Non, mais que veux-tu? Il faut prendre ça comme des lettres de noblesse. Voilà, c'est comme d'avoir la Légion d'honneur, quoi. Et puis, non, mais on s'attendait pas franchement à une invitation de France Interminable. Non. Donc, voilà. Je sais pas, j'aurais pu avoir une invitation, je sais pas, sur France Culture. Oui, mais ça implique que des gens aient lu ton livre et c'est là où le bas blesse. Mais je sais pas si j'ai été dans un truc comme ça, j'ai regardé sur Amazon, quels sont les bouquins que les gens achètent. Ah oui, non, mais non. Non, ça marche pas comme ça, monsieur. Non, ça marche pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Ouais, on vous aura mal renseigné. Repassez au bureau central. Voilà. Donc j'avais pas le temps pour qu'il fallait. Ouais. Voilà. Vous avez pas la bonne main. Voilà, belle main. Bon, ben voilà, c'est ce que j'ai. Donc, encore une fois, je n'annonce pas la fin du monde, etc. Encore une fois, je dis que contre ce qui se prépare, avec l'aide de l'Institut des Libertés, on vous a indiqué comment diversifier votre portefeuille. Et ce portefeuille de l'Institut des Libertés, il marche à la satisfaction générale. Il n'y a pas grand-chose qui est monté de 45% depuis 4 ans. Donc, j'ai bien fait mon travail d'essayer de vous protéger contre ce qui arrive. Mais je n'en reviens pas que ça arrive. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je dis, c'est incompréhensible. Si moi je comprends, pourquoi les autres, ils comprennent pas? Voilà. Écoutez, encore une fois, on ne sait pas pourquoi les autres ne comprennent pas, mais on vous aura bien expliqué. On continue de travailler en amont sur l'Université de l'épargne qu'on va bientôt vous proposer. On va commencer, je pense, à tourner la semaine prochaine. Il faut que je commence à écrire les textes, parce que j'attends toujours les meubles. Il faut faire un programme, une espèce de cadre pour savoir... Oui, bien sûr. On est en train de... Donc, on a fait la société, on a commencé la plateforme, donc elle est en train d'être codée, et on va commencer aussi à faire le programme économique et à te faire enregistrer donc des vidéos. Mais il faut que j'ai les meubles qui arrivent dans le studio, parce qu'on a fait un second studio qu'on a peint avec Léonard. Où j'ai l'air professoral. Hein, voilà, il y aura des bibliothèques derrière moi. Enfin bon, on va voir ce que j'arrive à faire, mais là c'est compliqué. Mais voilà, donc oui, on va te mettre des livres derrière et on va essayer de faire quelque chose de joli et d'un peu différent. Voilà. Donc tout ça prend un peu de temps, mais ne vous inquiétez pas, c'est dans les tuyaux et on s'en occupe. On espère que ça sera prêt avant que vous soyez tous ruinés, quoi. Voilà. Encore une fois, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de mettre des pouces, tout ça, d'en parler autour de vous. Et on vous dit à la semaine prochaine. Merci. Merci.